Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le raisonnement déductif en mathématiques. Alors, il existe d'autres types de raisonnement en mathématiques. On va dire que dans la chronologie de l'enseignement des mathématiques, c'est vraiment le premier type de raisonnement mathématique auquel sont confrontés les élèves, notamment de collège et de lycée. C'est un raisonnement mathématique qui tient une grande place dans l'enseignement secondaire, il est donc très important. Alors, j'ai mis que cette vidéo était plutôt de niveau L1, puisque à un certain moment, on va faire appel à des concepts qui sont plus ou moins subtils, mais je pense qu'elle est malgré tout accessible. Un élève de lycée curieux, même un élève de collège curieux, peut comprendre certaines notions. Alors, le raisonnement déductif est un processus cognitif, c'est-à-dire un processus en lien avec l'acquisition des connaissances qui permet de partir de quelques assertions, une assertion c'est-à-dire une proposition, de quelques propositions vraies, de quelques assertions vraies, pour en déduire de nouvelles. Le syllogisme est un cas particulier de raisonnement déductif. Alors, le syllogisme était une stratégie qu'utilisaient les philosophes grecs pour raisonner. Alors, je vais vous montrer un exemple. Le syllogisme le plus connu est sans doute le suivant. Alors premièrement, tous les hommes sont mortels, on appelle ça la prémisse majeure, l'hypothèse majeure, majeure parce que c'est la plus importante. Deuxièmement, or Socrate est un homme, ça c'est plutôt la prémisse mineure, l'hypothèse mineure, l'hypothèse d'importance moindre. Troisièmement, donc, Socrate est mortel, c'est la conclusion. On a donc ici deux hypothèses, deux prémisses, une prémisse dite majeure, une prémisse dite mineure, et à partir de ces deux prémisses, on en déduit la conclusion suivante, Socrate est mortel. Donc le syllogisme, c'est l'ancêtre du raisonnement déductif. Le raisonnement déductif est un type de raisonnement qui conduit d'une à plusieurs propositions, dites prémisses, à une conclusion nécessaire, c'est-à-dire inévitable. Les prémisses sont aussi appelées hypothèses. Pour démontrer une propriété B, on peut s'assurer qu'une certaine propriété A est vraie, donc on part d'une propriété A qui est vraie, puis vérifier qu'une implication, donc A implique B, est vraie, c'est-à-dire c'est une suite de déductions qui vont nous permettre à partir de A d'obtenir B, et cela suffit pour dire qu'alors B est vrai. Le raisonnement déductif s'appuie sur quelques règles essentielles appelées aussi principes. Alors, l'avantage de ces principes, de ces règles, c'est que, il faut le dire, elles sont assez intuitives. On peut les comprendre assez facilement. Alors, premièrement, le principe du tiers exclu. Toute proposition est soit vraie, soit fausse. Deuxièmement, le principe de non-contradiction. Une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse. Troisièmement, ce qu'on appelle le modus ponens, le mode qui affirme, étant donné deux propositions A et B, si A est vrai et si l'implication A implique B est vraie, c'est-à-dire si la suite de déduction qui nous permet, en partant de A, d'obtenir B, alors B est vrai. À partir du moment, je le répète, que A est vrai et que l'implication A implique B est vraie, alors B est vrai. On peut résumer le modus ponens de la façon suivante. A est vrai, A implique B est vrai, et donc cela implique que B est vrai. On va voir maintenant un exemple de modus ponens. On veut démontrer que si 6 divise l'entier naturel n, alors n est pair. C'est bien un énoncé de la forme, si A est vrai et A implique B est vrai, alors B est vrai. Avec A l'énoncé 6 divise l'entier naturel n, et B l'énoncé n est pair. On retrouve bien ici une structure de modus ponens, de mode qui affirme. On part de A, supposons que 6 divise l'entier naturel n,
On construit l'implication à partir de déduction logique. Alors, il existe K qui appartient à l'ensemble des entiers naturels tels que n égale 6 fois K. Je rappelle que 6 divise l'entier naturel n. On a donc n égale 2 fois 3 fois K, c'est-à-dire 2 fois 3 fois K entre parenthèses, qui est donc égal à 2 fois K', en posant K' égale 3 fois K, qui est bien un entier naturel. On a donc transformé n, qui était égal à 6 fois K, en n égale 2 fois K', K' étant un entier naturel. On obtient ainsi B. Donc, puisque l'on obtient B, c'est-à-dire on obtient le fait que n est pair. Donc, n est pair est une proposition vraie. D'accord? Puisque on part de A que l'on suppose vrai, l'on a ainsi l'implication A implique B qui est vraie, puisqu'on a suivi une suite de déduction logique. On obtient à la suite B. On peut donc en déduire que B est vrai. Donc n est pair. En conclusion, le raisonnement déductif direct consiste aussi à démontrer qu'une proposition A entraîne une proposition B en utilisant un certain nombre de propositions intermédiaires suivant le schéma. Donc A implique P1, qui implique P2, qui implique P3, etc., qui implique Pn et qui implique B. On appelle donc cette suite de déduction, on l'appelle C. A implique B, on peut la résumer en disant que c'est A qui implique B. Cette chaîne d'implication C a le mérite de montrer clairement l'hypothèse initiale, la propriété A, et la conclusion, où l'on aboutit, la propriété B. Alors, remarque importante, il faut veiller à ne pas confondre A implique B est vrai, et l'affirmation A est vrai et A implique B est vrai, car seule la dernière affirmation, c'est-à-dire celle-là, entraîne que B est vrai. A implique B est vrai ne suffit pas pour dire que B est vrai. Il faut aussi que A soit vrai. En fait, on va voir que le faux peut impliquer le faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une implication A implique B vrai avec A qui est faux et B qui est faux. Autrement dit, l'implication A implique B peut être vraie sans que B le soit. Il suffit pour cela que A ne le soit pas. Je répète, le faux peut impliquer le faux. Alors, c'est là que ça commence à devenir un peu subtil. On va voir un exemple pour un peu mieux comprendre. L'implication 1 égale 0 implique 10 strictement inférieur à 3. Est-elle vraie? Donc là, typiquement, on a une implication de faux, puisqu'on sait que 1 n'est pas égal à 0, qui implique quelque chose de faux, puisque 10 n'est pas strictement inférieur à 3. Par contre, on va vérifier si l'implication, elle est vraie. Alors, on a le schéma suivant. Ici, on a bien la proposition A1 égale 0 qui est fausse. La proposition B, 10 strictement inférieur à 3, est fausse. On a bien une proposition A et une proposition B. Ces deux propositions sont fausses. Par contre, on va vérifier si l'implication, elle, est-ce qu'elle est vraie. Alors, on va prouver que l'implication A implique B est vraie. Si on part de 1 qui est égal à 0, cela implique que 1 plus 1 plus 1 10 fois égale 0 plus 0 10 fois. Donc cela implique que 10 est égal à 0. De 10 qui est égal à 0 et 0 qui est strictement inférieur à 3, on peut donc en déduire que 10 est strictement inférieur à 3. Je répète, on est parti de 1 qui est égal à 0. À partir de là, on peut dire que 1 plus 1 plus 1 10 fois est égal à 0 plus 0 plus 0 10 fois, c'est-à-dire cela implique que 10 est égal à 0. Sachant que 0 est strictement inférieur à 3 et que 10 est égal à 0, on peut donc en déduire, de façon tout à fait logique, que 10 est strictement inférieur à 3. On n'en déduira pas pour autant que l'assertion 10 strictement inférieur à 3 est vraie. Par contre, le raisonnement déductif que l'on a effectué, lui, il est vrai. Il s'appuie sur des propriétés mathématiques qui sont vraies.
On a ainsi démontré que l'implication 1 égale 0 implique 10 strictement inférieur à 3. Cette implication est vraie. On n'en déduira pas pour autant que l'assertion 10 strictement inférieur à 3 est vraie, car pour démontrer cela, il faudrait encore démontrer que 1 est égal à 0, est une assertion vraie, ce qui permettrait d'utiliser la règle du modus ponens. Je répète que pour que 10 strictement inférieur à 3 soit vrai, il faudrait que non seulement l'implication soit vraie, mais qu'en plus 1 égale à 0 soit vrai. Et on sait très bien que 1 n'est pas égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une proposition B qui ne peut pas être vraie, qui n'est pas vraie. Ici, il y a peu d'espoir de conclure de cette façon, puisque tout le monde sait évidemment que 1 n'est pas égal à 0. Et on a donc montré que le faux peut impliquer le faux. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une hypothèse fausse, faire un raisonnement vrai, et arriver à une conclusion fausse. Le faux peut impliquer le faux. L'implication est vraie, mais la proposition A est fausse et la proposition B est fausse. On va voir maintenant un autre exemple. L'implication 1 égale 0 qui implique 10 strictement inférieur à 13 est-elle vraie? C'est-à-dire, est-ce que le faux peut impliquer le vrai? Puisqu'on sait bien que 1 égale à 0, c'est faux. Par contre, 10 strictement inférieur à 13, ça c'est une proposition qui est vraie. On se retrouve donc avec A qui implique B. La proposition A, 1 égale 0 est fausse. La proposition B, 10 strictement inférieur à 13 est vraie. On va prouver que l'implication A implique B est vraie. 1 égale 0 implique que 1 plus 1 plus 1 10 fois est égal à 0 plus 0 plus 0 10 fois, c'est-à-dire ça va impliquer que 10 égale 0. De 10 égale à 0 et de 0 qui est strictement inférieur à 13, ça on le sait, 0 est strictement inférieur à 13, on en déduit que 10 est donc strictement inférieur à 13. En fait, l'implication 1 égale 0 implique 10 strictement inférieur à 13 est vraie. Ici, le faux peut impliquer le vrai. Dans cet exemple, on a montré que le faux peut impliquer le vrai. Si l'on fait un petit bilan, on obtient le tableau suivant sur l'implication. Alors d'abord ce qu'on appelle le modus ponens, le mode qui affirme, c'est-à-dire A est vrai, l'implication A implique B est vrai, on peut donc en déduire que B est vrai. C'est-à-dire que le vrai implique le vrai avec une implication vraie, pas de problème. On avait vu aussi que on peut partir d'une hypothèse fausse avec une implication qui est vraie et arriver à une conclusion qui est fausse. On peut partir d'une hypothèse qui est fausse avec une implication qui est vraie et arriver à une conclusion qui est vraie. Par contre, la seule chose que l'on ne peut pas faire, c'est partir d'une hypothèse qui est vraie avec une implication, c'est-à-dire avec un raisonnement, avec une suite de déductions qui serait vraie et d'arriver à une conclusion fausse. Automatiquement, si vous partez de quelque chose de vrai et que vous arrivez à quelque chose de faux, ça veut dire que l'implication, elle est fausse. On ne peut pas, heureusement, en partant avec des hypothèses qui sont vraies, qui sont supposées vraies, et un raisonnement qui serait vrai, arriver à une conclusion fausse. Donc automatiquement, si A est vrai et si B est faux, alors ça sous-entend que l'implication A implique B, elle est fausse. Le vrai ne peut pas impliquer le faux. Si l'implication A implique B est vraie, on dit que B est une condition nécessaire pour la réalisation de A, mais elle n'est pas suffisante parce que on voit bien que ici, donc B est vrai, l'implication est vraie, A est vrai, mais on peut être dans la situation suivante où B est vrai, l'implication est vraie, mais A est faux. Donc, on dit bien que B est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante pour la réalisation de A. Et on dit que A est une condition suffisante pour la réalisation de B. En effet, si A est vrai et que l'implication est vraie, c'est suffisant pour dire
que B est vrai. Donc B, je le répète, est une condition nécessaire pour la réalisation de A, mais on dit que A est une condition, elle, suffisante pour la réalisation de B. Parce que, en fait, le vrai, avec une implication vraie, ne peut qu'impliquer le vrai. Si vous avez une hypothèse vraie et une implication fausse, alors là, votre conclusion, elle sera fausse. S'il est nécessaire d'avoir B pour que A puisse être vrai, alors, si B est fausse, il est légitime de penser que A sera fausse. Avec une implication vraie et B qui est fausse, on ne peut pas avoir une proposition A qui soit vraie. Donc il est légitime de penser que A sera fausse. On a ainsi un autre principe, le quatrième principe du raisonnement déductif, ce qu'on appelle le modus tollens, le mode qui nie. C'est-à-dire que si B, la proposition B est fausse, et que l'implication A implique B est vraie, alors cela implique que A est fausse. Donc pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, on va voir un exemple. On va démontrer à l'aide d'un raisonnement déductif direct le résultat suivant. La droite joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté. On se met dans la situation d'un élève de quatrième qui n'a pas encore vu le théorème de Thalès. On a ici le triangle ABC. On a tracé les milieux I et J des côtés AB et AC du triangle ABC. I est le milieu du côté AB, J est le milieu du côté AC. Et l'on doit démontrer que la droite IJ est parallèle à la droite BC. Soit H, le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC. On a ici notre triangle ABC, et la hauteur issue de ce triangle, eh bien, issue du sommet A, elle arrive ici en H, et on a bien ici la droite AH, qui, par construction, est donc perpendiculaire à la droite BC. Le triangle AHC est rectangle en H. Donc H appartient au cercle de diamètre AC et finalement de centre J. C'est une propriété que l'on a déjà démontrée en quatrième. Si l'on a un triangle rectangle, ici AHC, eh bien on peut en déduire que le point H appartient au cercle de centre J et de diamètre AC, et donc le point H appartient à ce cercle. Et on peut donc en déduire que JA égale JH. Les rayons sont égaux. JA, le rayon JA est égal au rayon JH. Le point J appartient donc à la médiatrice de AH, du segment AH. En effet, puisque j'ai JA qui est égal à JH, j'utilise une propriété de la médiatrice pour en déduire que donc le point J appartient bien à la médiatrice du segment AH. En recommençant de la même façon avec le triangle AHB. J'ai encore un triangle rectangle. Je peux en déduire que le point H appartient au cercle de diamètre AB et de centre I. On peut donc en déduire que le rayon IA est égal au rayon IH, avec le point I qui appartient donc à la médiatrice de AH, à la médiatrice du segment AH. Donc on a I et J qui appartiennent tous les deux à la médiatrice du segment AH. On se retrouve donc ici avec une droite IJ qui est perpendiculaire à la droite AH, c'est la propriété même de la médiatrice. De même que comme on sait que H est le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC, on peut donc en déduire que la droite BC est aussi perpendiculaire à la droite AH. On en déduit donc que IJ est la médiatrice de H, et qu'à ce titre, IJ est perpendiculaire à AH, au segment AH. Les droites IJ et BC seront donc parallèles. En effet, on a vu ce théorème en sixième, lorsqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Ici, on a la droite IJ qui est perpendiculaire à la droite AH parce que IJ correspond à la médiatrice du segment AH. De même qu'on a la droite BC qui est perpendiculaire à AH, puisque je rappelle que H, c'est le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC. Donc lorsqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, ici IJ et BC qui sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite AH, on peut en déduire que les droites IJ et BC seront donc parallèles,
puisque perpendiculaire à la même droite AH. Ce théorème, lui, a été vu normalement en 6e. Donc ça y est, on a démontré notre théorème, on a démontré que la droite qui passe par les milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle au 3e côté. Donc on a bien vu à chaque fois, dans notre chaînon déductif, dans notre chaîne de déduction, on a eu plusieurs implications, plusieurs propositions, et on s'est aidé à chaque fois de certaines propriétés, de certains théorèmes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et pour rendre à César ce qui est à César, je dois quand même préciser que pour la réalisation de cette vidéo, je me suis inspiré du livre de Danny-Jacques Mercier sur les raisonnements mathématiques. Pour moi, c'est un livre référent qui a le mérite à la fois d'être complet, rigoureux et concis, ce qui, dans ce domaine, les raisonnements mathématiques, est un véritable exploit, puisque c'est un domaine qui est très vaste, et arriver à la fois à faire un livre complet, concis, c'est quand même pas évident. C'est ce que je considère comme étant le premier livre à lire si on veut vraiment approfondir les raisonnements mathématiques. Il existe d'autres manuels qui sont plus complets, mais qui sont beaucoup plus longs à lire. Celui-là va vous donner, en un temps relativement réduit, je pense, de bonnes bases sur les raisonnements mathématiques. C'est donc un livre que je conseille fortement aux étudiants qui préparent les concours de l'éducation nationale de mathématiques. Eh bien, j'en profite aussi pour vous dire donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques et surtout n'oubliez pas de vous abonner.